Chunk 1. Je venais de voir Second City, donc moi et le comité. J'ai donc eu cette idée de combiner la comédie d'improvisation avec les filles. Alors les filles, au lieu de faire semblant d'enlever leurs vêtements, elles ont vraiment enlevé leurs vêtements. Ouais. Et on aurait pu entendre une mouche voler. Ouais. 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 Tommy Chong a fait rire l'Amérique pendant des décennies. Mais en 1945, quelque chose s'est produit pendant une dispute dans une chambre d'hôtel qui a tout détruit. Il a pleuré seul pendant que son partenaire s'en allait pour toujours. Ce que le public ne savait pas était plus sombre. Des courriels secrets, des millions volés et un fils qui a menti pour sauver l'héritage de son père. À 87 ans, Tommy a finalement admis la vérité sur la nuit qui a mis fin à Cheech and Chong. Et ce n'était pas des différences créatives, c'était quelque chose de bien plus douloureux qu'Hollywood n'a jamais voulu que vous sachiez. Tommy Chong est né le 24 mai 1938 à Edmonton, en Alberta. Son père, Stanley, était venu au Canada de Chine dans les années 1930, lorsque des immigrants chinois ont été amenés pour construire les chemins de fer. La plupart d'entre eux étaient horriblement traités et presque pas payés. Stanley a été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite travaillé comme chauffeur de camion, ne gagnant que 50 $ par semaine. Sa mère, Lorna Jane Gilchrist, était écossaise-irlandaise et travaillait comme femme de ménage depuis l'âge de 7 ans. Leur vie était difficile. Ils n'avaient pas l'électricité ni la plomberie intérieure. La maison coûtait 500 $ et se trouvait sur un terrain sec à l'extérieur de Calgary. Stanley appelait la région Dog Patch. C'est dans ce monde que Tommy est né. Pauvreté, survie et le fait d'être pris entre deux cultures. Quand Tommy avait 3 ans, les choses ont empiré. Sa mère a contracté la tuberculose et a dû vivre dans un sanatorium pendant 5 ans. Elle l'a attrapé de sa sœur, qui l'avait attrapé de populations autochtones qui avaient été exposées à des colons, une chaîne d'infection cruelle. Son père était absent, servant à la guerre. Chunk 2. Cela signifiait que Tommy et son frère étaient laissés seuls. Il a été envoyé dans un foyer de l'armée du salut pour enfants abandonnés. Ils l'ont traité avec gentillesse, mais l'ont appelé leur mignon petit gars brun. Même leur gentillesse lui rappelait qu'il était différent. Il a été mal diagnostiqué avec la tuberculose et a reçu des injections douloureuses chaque jour pour la pleurésie. Il a commencé à apprendre tôt ce que cela signifiait d'être un étranger. À l'âge de 5 ans, sa famille avait déménagé dans le quartier chinois de Calgary. Il vivait dans une seule pièce au-dessus d'un restaurant chinois où l'air sentait toujours la sauce soja et l'ail. Son père avait du mal à conserver des emplois à cause de la discrimination. Il avait aussi un problème de jeu, alors ils étaient constamment expulsés. Tommy a dit plus tard que Calgary, dans les années 1950, ressemblait à Biloxi, Mississippi en matière de racisme. Il a trouvé du réconfort dans la scène jazz underground. Il s'est lié avec d'autres jeunes qui étaient également mis de côté, jeunes noirs, autochtones et immigrants. C'est là qu'il a trouvé la musique. C'est là qu'il a commencé à se trouver lui-même. À 16 ans, Tommy a quitté l'école secondaire Crescent Heights. Il a dit que c'était probablement juste avant qu'il ne l'expulse. Quoi qu'il en soit, il a rejoint un groupe appelé The Shades. Le groupe était multiracial et composé de membres noirs et asiatiques. Ils ont joué au Royal Canadian Legion et ont attiré d'énormes foules. Mais leur succès a effrayé les autorités. Un jour de décembre 1957, le maire, le chef de police et les avocats de la ville leur ont dit de quitter Calgary. La raison, ils étaient trop populaires et ils n'étaient pas blancs. Ils ont donc été exilés. Littéralement, on leur a dit de quitter la ville. Tommy avait 19 ans. Après cela, Tommy a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre. Il a conduit des camions, vendu des voitures, tout ce qui payait. Chunk 300. Puis, il a eu un accident de voiture qui l'a laissé avec une boiterie et des douleurs chroniques. Il n'avait que 18 ans. Cette blessure a tout changé. Il ne pouvait plus faire de travail physique.
Alors, il a commencé à faire des blagues sur sa boiterie, sur le racisme, sur tout ça. La comédie est devenue son bouclier. Il a dit « La musique vous faisait draguer, même si vous ressembliez à un geek maigre aux cheveux longs. » L'humour est devenu sa façon de traverser la vie. Au début des années 1960, le groupe de Tommy a déménagé à Vancouver et est devenu Little Daddy and the Bachelors. En 1964, ils ont enregistré Too Much Monkey Business de Chuck Berry pour RCA Victor. En 1965, ils étaient devenus Bobby Taylor and the Vancouver. Ils ont signé avec Motown. Tommy a coécrit Does Your Mama Know About Me, qui a atteint le numéro 29 au Billboard. Mais en 1965, il a manqué un spectacle à Chicago parce qu'il demandait une carte verte. Motown l'a renvoyé. On lui a offert 5 000 $ pour qu'il reste parti. Tommy a dit qu'il voulait être le prochain Berry Gordy, pas travailler pour un. Lui et son frère Stan ont repris une boîte de nuit appelée Shanghai Junk dans le quartier chinois de Vancouver. C'était autrefois de la haute société, mais ils l'ont transformé en un havre de contre-culture. Lorsque les autorités ont tenté de les faire fermer pour avoir autorisé la danse topless, ils sont devenus intelligents. Ils ont appelé ça une société d'appréciation musicale et ont continué. En 1967, ils ont organisé un spectacle de peinture et de batterie où le corps d'une danseuse était recouvert de peinture fluorescente pendant que la foule regardait avec choc. Le Vancouver Sun l'a qualifié d'outrageux. Cette boîte de nuit est devenue l'endroit où la comédie de Tommy a vraiment commencé à se développer. Après avoir été expulsé du groupe, Tommy a travaillé comme guitariste résident au Shanghai Junk. Il jouait pendant que des danseuses topless se produisaient. L'endroit était sauvage. Des trafiquants de drogue, des proxénètes, des artistes, tout le monde se mélangeait. Un soir, il a été arrêté pour possession de marijuana. Cette arrestation n'était que la première. Des années plus tard, en 2003, la DEA a perquisitionné son entreprise lors de l'opération Pipe Dreams. Chunk 4. Il a purgé 9 mois de prison pour avoir vendu des pipes à eau en ligne. Mais dans les années 60, cette première arrestation a commencé à façonner sa vision de la police, de la politique et de la comédie. En 1969, Tommy a créé un groupe d'impro topless appelé CityWorks. Inspirés par Second City de Chicago et le comité de San Francisco, ils ont interprété des sketchs sauvages sur les descentes de drogue et les manifestations. Un jour, un réfractaire au service militaire nommé Cheech Marin est entré. Il venait de Los Angeles pour éviter la conscription du Vietnam. Ils ont cliqué instantanément. Chi a commencé à écrire pour CityWorks, puis a rejoint la troupe. L'une de leurs premières routines concernait des chiens qui se reniflaient les fesses. Ça a fait un tabac. Ils ont commencé à apparaître dans des émissions de variété canadiennes, mais leurs sketchs sur la marijuana et les thèmes anti-autorité n'ont pas plu aux producteurs de télévision. Ils ont été bannis des réseaux, ce qui ne les a fait que s'enfoncer davantage dans la clandestinité. Ce rejet leur a donné la liberté de construire quelque chose de totalement à eux. En décembre 1967, ils se sont rencontrés à nouveau lors d'une fête sauvage à Vancouver, organisée par un ami nommé Frank. Cheech a été stupéfait lorsque Tommy a sorti un joint de la taille d'un cigare, juste devant tout le monde. Ils ont commencé à écrire des sketchs là, sur le canapé. Ils ne sont pas partis pendant 3 jours. C'est là que le sketch Dave's Not Here est né. En 1968, ils ont présenté leur spectacle au Comedy Store de Los Angeles. Leur première performance a failli les faire arrêter. Chong jouait si bien un adolescent défoncé que les gens pensaient qu'il avait des lésions cérébrales. Certains parents se sont plaints et le club les a bannis. Mais leurs spectacles ont continué d'attirer des foules plus importantes. En juillet 1968, un spectacle à Calgary a attiré 200 personnes dans un espace prévu pour 50. Les pompiers l'ont fermé. Les journaux locaux les ont qualifiés de dégénérés et les vendeurs de billets ont triplé. Leur premier album est sorti en septembre 1971. Il s'appelait Cheech and Chong. Il a atteint le numéro 28 au Billboard sans diffusion radio. Un demi-million d'exemplaires.
vendu par le biais de Head Shop et de bouche à oreille. Chunk 5. Le sketch de Dave était basé sur un vrai gars défoncé qui avait un jour essayé de commander de la nourriture chinoise dans une station-service. Les agents de la DEA ont même utilisé l'album à des fins de formation. C'est à quel point c'était réel. Entre 1970 et 1972, ils ont visité les campus universitaires. À l'Ohio State, en 1971, Chung a allumé de l'origan sur scène en faisant semblant que c'était de la marijuana. La police du campus a pris d'assaut la scène. Ils ont été arrêtés et ont découvert plus tard que de nombreuses universités avaient enregistré leur spectacle comme preuve, mais les arrestations ne les ont rendus que plus célèbres. Les billets se sont vendus plus vite après chaque controverse. Ils ont même reçu des menaces de mort et des demandes en mariage. En janvier 1972, ils ont signé avec Lou Adler, un important manager musical. Leur deuxième album, Big Bamboo, a atteint la 5e place. Mais en 1975, ils ont appris la vérité. Ils avaient gagné 340 000 $, mais Adler et ses entreprises avaient gagné 2,8 millions de dollars grâce à leur travail. Ils étaient facturés pour des fêtes auxquelles ils n'avaient jamais assisté et des publicités qu'ils n'avaient pas approuvées. Sean a blâmé Marin d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Cette trahison a semé une graine qui les briserait plus tard. En 1977, Chi-Chi et Chung sont entrés dans une réunion de CBS Records avec rien de plus qu'un sketch amusant et un rêve fou. Ils ont joué leur routine Dave's Not Here là, dans la pièce. Les dirigeants ont tellement ri qu'ils ne pouvaient pas plus respirer. Juste après cela, ils leur ont remis un chèque d'1 million de dollars. Mais ce n'était que le début du chaos. Lorsqu'ils ont manqué d'argent pendant le tournage, Lou Adler a supplié Paramount de verser 800 000 $ de plus. Michael Eisner a regardé le montage brut et a dit que ça ne valait rien. Il leur a claqué la porte au nez. Adler a donc vidé son propre compte de bancaire juste pour terminer le film. Il a failli faire faillite en essayant de le faire. Pendant ce temps, de la vraie marijuana était fumée sur le plateau. Certaines personnes sont devenues si défoncées qu'elles ont dû obtenir de l'aide médicale. Mais plus tard, Chung a dit que la plupart du temps, il n'était pas un ça se passe à seuil de réellement ça et qu'aime défoncer, ce qui rendait leur jeu d'acteur encore plus choquant. Lorsque Up in Smoke est sorti en salle en 1978, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Chunk 6. Il a rapporté plus de 14 millions de dollars dans le monde et il n'avait coûté qu'environ 2 millions de dollars à produire. Ils ont battu de gros films hollywoodiens avec quelque chose qui ressemblait à un désordre fait maison. Même Warren Beatty est venu les voir et a dit « Yawad, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. » Mais, en coulisses, ce n'était pas joli. Chi-Chi et Chung n'ont reçu que 25 000 $ chacun. Dans l'argent d'aujourd'hui, cela représente environ 123 000 $. La raison, leur avocat a signé un contrat qui ne leur donnait que 10 % des revenus. C'était une répartition 90-10 et ils étaient du mauvais côté. Après des poursuites judiciaires et des mois de combat, ils ont finalement obtenu 1 million de dollars chacun pour leur suite de 1980. Mais à ce moment-là, ils étaient encore en train de se sortir des problèmes financiers d'un film qui avait rendu tout le monde riche. Les choses sur le plateau n'étaient pas calmes non plus. Chung et Lou Adler se disputaient constamment. Chung voulait que tout paraisse réel. Il voulait même de vrais accessoires de marijuana, ce qui a failli leur causer des ennuis avec la DEA. Il a refusé de laisser les autres réaliser des scènes. Et quand Adler a riposté, c'est presque devenu physique. Lors des séances de montage, ils se sont criés dessus. Et puis, est venu l'un des secrets les plus étranges de tous. La voiture que Chung conduit au début appartenait à Jack Nicholson. Jack a regardé le film pendant qu'il se remettait d'un accident de voiture. Il a tellement ri qu'il s'est reblessé à l'épaule. La plupart du film a été tourné à Los Angeles, mais ils ont fait semblant que c'était le Mexique. Ce sentiment brut et underground, ce n'était pas prévu. C'était la seule façon pour eux de se permettre de tourner.
Lorsque le film est sorti dans les cinéparcs, quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ne se sont pas contentés de regarder le film. Ils ont apporté leurs propres joints et ont enfumé l'endroit. Les cinémas ont signalé d'énormes nuages de fumée s'élevant dans la nuit. C'était le premier grand film de studio à célébrer ouvertement la marijuana. Il a déclenché un nouveau genre du jour au lendemain, mais tout le monde n'était pas content. L'Australie l'a complètement interdit. Ils ont dit que cela promouvait des drogues qui ne faisaient que donner aux gens envie d'en prendre davantage. Chunk 7. Des copies pirates ont commencé à traverser les frontières. Des années plus tard, Mike Judge a admis que Beavis et Butthead n'existeraient pas sans Cheech et Chong. Et leur stratégie de marketing, ils ont mis des bandes dessinées sur les bancs d'autobus. C'était un génie à petit budget. Et cela a changé à jamais la façon dont les films indépendants étaient promus. Après le succès du film, ils ont commencé à tout vendre. Des pipes à eau, des papiers à rouler, du matériel de marijuana de marque. Cela a rapporté des millions de plus. En 2024, la Bibliothèque du Congrès a ajouté Up in Smoke au registre national du film, affirmant qu'il était culturellement important. Certaines des meilleures parties du film n'étaient même pas prévues. Un chien a volé le burrito de Chong devant la caméra. Ils ont juste continué à tourner et en ont fait une partie de la scène. La marque Cheech et Chong a finalement rapporté plus de 300 millions de dollars grâce à 6 films. Mais ils n'ont pas vu la majeure partie de cet argent. Les studios et les producteurs louches ont continué à couper des morceaux. Même des années plus tard, les batailles d'argent n'ont jamais cessé. En 1980, ils sont revenus avec le prochain film de Cheech and Chong. Il a rapporté 42 millions de dollars, mais cette fois, il a franchi de nouvelles limites. Il contenait des scènes sauvages qui ont failli le faire interdire. Une scène avec un salon de massage topless a dû être modifiée 3 fois pour éviter une cote X. Certaines scènes provenaient directement de vraies fêtes auxquelles Chong avait assisté. Il réalisait maintenant, même s'il n'avait aucune formation. Cela a entraîné des dépassements de budget de 2,3 millions de dollars. Mais le succès fou du film a jeté les bases de futures comédies comme Porky's et Fast Times, puis vint Nice Dreams en 1941. Il a rapporté 38 millions de dollars, mais les choses ont mal tourné. Chevy Chase était dedans et Chong lui a donné plus de temps d'écran après l'avoir vu prendre de la cocaïne lors des réunions de production. Une scène montrait Chase en train de sniffer de la cocaïne sur une pizza. C'est ce qui s'est réellement passé lors d'une fête à laquelle Chong est allé. Marin a commencé à se sentir exclu. Chunk 8. Il s'est disputé avec Chong sur chaque scène. Certaines ont nécessité 47 prises. Les parties de Marin ont continué à être coupées. Seulement 60% de ce qu'il a filmé s'est retrouvé dans le film final. La tension montait rapidement. Chase a dit plus tard que tout le film le mettait mal à l'aise parce que c'était trop réel. En 1982, ils ont fait un album intitulé Get Out of My Room. Il a fait un flop total. Seulement 180 000 exemplaires vendus contre 2,3 millions pour leurs albums précédents. Chong prenait désormais le contrôle total. Les séances d'enregistrement se sont transformées en bagarres. Marin a secrètement commencé à auditionner pour des projets solos. Il a même filmé un pilote sans en parler à Chong. Lors d'une séance, il est sorti en trombe après que Chong ait forcé un monologue de drogue de 12 minutes. La chanson titre était le message caché de Marin. Il se sentait mis à l'écart. L'album a coûté 340 000 $ à produire et n'avait aucune des étincelles qui les avaient rendus célèbres. Puis, ils ont pris la route. De 1983 à 1934, ils ont vendu à guichet fermé 47 villes. Ils ont rapporté 18,7 millions de dollars. Mais après la tournée, ils ont découvert qu'ils avaient été volés. Leurs managers, y compris l'équipe de Lou Adler, ont falsifié les dépenses et volé environ 70% des bénéfices. Ils étaient censés gagner 6,2 millions de dollars chacun. Ils ont fini avec 900 000 $ au total. L'escroquerie impliquait de faux frais de location,
de fausses factures de restauration et des droits de marchandises volés d'une valeur de 4,1 millions de dollars. La trahison les a écrasés. Ils étaient maintenant profondément endettés. Même si près d'1 million de fans étaient un peu sauvenants. Les voir, la confiance avait disparu. En 1944, ils ont fait les Corsack Brothers. Il a rapporté 8,2 millions de dollars et a été salué pour son style intelligent. Chunk 9. Il jouait des frères jumeaux et avait un timing incroyable, mais en coulisses, les choses s'effondraient. Chung prenait toutes les décisions seul. Il a exclu Marin des discussions sur les costumes, de la conception des décors, et a même changé les dialogues sans demander. Puis il a coupé une scène de 15 minutes qui montrait le jeu dramatique de Marin. Marin était furieux. Il a dit au producteur qu'il se sentait comme un acolyte dans quelque chose qu'il avait aidé à construire. Ils se sont disputés constamment. Le succès du film n'a fait que cacher la vérité. Leur partenariat se brisait. En 1945, il s'est finalement effondré. Il travaillait sur Get Out of My Room quand tout a explosé. Chung a refusé d'aider à Born in East, LA, une parodie que Marin avait écrite. Cette chanson a atteint le numéro 48 au Billboard. Marin a rendu la chose publique et a dit que Chung voulait tout faire lui-même. À ce moment-là, ils avaient gagné plus de 160 millions de dollars dans les salles, mais maintenant, c'était fini. Marin s'est lancé dans le cinéma. Chung a essayé de s'accrocher, mais leur époque était révolue. Après la séparation, Chung a essayé de prouver qu'il pouvait réussir seul. En 1944, il a de nouveau sorti les Corsacin Brothers, mais cela n'a rapporté que 3,7 millions de dollars. C'était une baisse de 91% par rapport à Nice Dreams. Les critiques ont détesté ça. Ils ont dit que sans Marin, la comédie de Chung tombait à plat. En 1988, il a présenté un spectacle appelé The Martinez Family. CBS l'a rejeté. Ils l'ont refait sans lui. Chung n'a pas pu se débarrasser de l'image du gars défoncé. Marin, pendant ce temps, a joué dans de vrais films et a même fait du doublage pour Disney. Chung était coincé. En 1990, Chung a fait Far Out Man. Il l'a écrit, réalisé et payé. Chunk 10. Ça a fait un flop. Il jouait un hippie à la recherche de sa famille. Même si Cheech a fait une apparition, cela n'a pas pu le sauver. Les critiques ont appelé ça un gâchis. Il a commencé à faire des films de série B. Juste pour rester à flot. C'était la fin de l'époque où Hollywood le prenait au sérieux en tant que créateur solo. Dans les années 1990, il était évident que Marin était dans Nash Bridges et qu'il faisait des voix pour des personnages du Roi Lion. Chung faisait des petits sous-rôles et disparaissait. Puis, en 2003, les choses ont empiré. À 6 heures du matin, des agents fédéraux ont perquisitionné son domicile. Il faisait partie de l'opération Pipe Dreams, une opération d'infiltration de 12 millions de dollars. Ils ont dit que son entreprise vendait illégalement des pipes à eau. Des agents infiltrés les ont piégés en leur faisant expédier vers une fausse boutique. Sur les 55 personnes arrêtées, seul Chung est allé en prison. Pourquoi? Parce que les procureurs ont dit que ces films se moquaient des forces de l'ordre. Il appelait des coupables le 28 mai 2003 juste pour protéger sa femme et son fils. Le 11 septembre, un juge l'a condamné à 9 mois de prison fédérale, à une amende de 20 000 $ et a saisi plus de 100 000 $ d'actifs. Ils ont choisi le 11 septembre exprès, essayant d'envoyer un message. Le gouvernement a dit qu'il gagnait de l'argent en rendant la drogue glamour, et ils ont utilisé sa comédie comme preuve devant le tribunal. Il est allé en prison le 8 octobre 2003. Il a partagé une cellule avec Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Chung a écrit ses mémoires sur du papier toilette. Il a décrit avoir entendu des gémissements, des pleurs et des bruits bizarres tous les soirs. Ça l'a brisé. Il a dit qu'il avait perdu sa foi en l'Amérique. Il est sorti avec des symptômes de stress post-traumatique. En 2005, il a témoigné devant le Congrès au sujet de la guerre contre la drogue. Il a rejoint No Harm et est devenu un activiste. Mais les politiciens conservateurs l'ont attaqué. Chunk 11.
Ils l'ont traité de criminel. Les salles ont annulé ses spectacles. Les studios ne voulaient pas le toucher. Même un événement de golf qu'il avait prévu a été bloqué par les républicains. Son nom était Poison. Maintenant, en 2006, un documentaire sur lui est sorti intitulé Aka Tommy Chong. Il montrait à quel point il avait été maltraité. Le réalisateur a révélé que des agents avaient rejoint l'entreprise de son fils juste pour les piéger. Le DVD était si puissant que le gouvernement a perquisitionné le distributeur en 2008 pour essayer de le supprimer. En juin 2012, Tommy Chong avait 75 ans lorsqu'il a reçu un appel qui l'a arrêté net. C'était un cancer de la prostate de stade 1. Mais au lieu de choisir les traitements habituels, il a dit non à la chimio. Il a commencé à utiliser de l'huile de chanvre tous les soirs, espérant qu'elle combattrait la maladie sans le faire se sentir malade toute la journée. Ses taux d'APS étaient dangereusement élevés depuis 2003, lorsqu'il a passé du temps dans une prison californienne pour avoir vendu des accessoires liés à la drogue. C'était près de 8 ans avant son diagnostic. Un médecin de Victoria, au Canada, lui a donné un régime strict et des suppléments qui coûtaient 25 000 $ s'ils étaient achetés au Mexique. Un an plus tard, en mai 2013, son APS a baissé si rapidement qu'il s'est dit guéri du cancer. Il a remercié ce qu'il appelait la plante magique et a crédité ses séances de guérison avec Adam Lood à Burnaby. L'histoire semblait presque impossible, mais il y croyait de tout son cœur. Puis, en juin 2015, au moment même où il se sentait fier d'avoir vaincu le cancer de la prostate, quelque chose de pire l'a frappé. Il avait 77 ans et a découvert qu'il avait un cancer rectal. Cette fois, c'était une grosse tumeur et il n'y avait pas d'échappatoire. Il avait besoin d'une chirurgie, de radiation, et ce qui est venu ensuite l'a secoué plus que tout auparavant. Il devait porter une poche de colostomie permanente. Au début, il en a plaisanté en ligne, appelant ça une plaie. Mais la réalité était plus sombre. Son corps était faible. Sa plomberie avait complètement changé et la douleur nerveuse était si forte que même changer les bandages est devenu une torture sans cannabis. Il ne pouvait pas manger correctement, a perdu du poids et est tombé dans une profonde dépression. Il avait besoin d'aide pour s'habiller. Chunk, 12. Il ne pouvait pas être seul. Sa femme Shelby s'est occupée de lui tous les jours, nettoyant la poche, lui donnant ses médicaments et restant à ses côtés quand il pouvait à peine bouger. Même avec toutes les blagues, même avec la célébrité, il n'était qu'un homme essayant de survivre. Après le deuxième cancer, il s'est investi à fond dans le cannabis. Il a dit aux journalistes qu'il fumait plus que jamais auparavant. Matin, soir, à tout moment où la douleur devenait trop forte ou son appétit disparaissait. Il a dit que l'herbe avait ramené ses papilles gustatives à la vie, mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Un médecin de l'université Thomas Jefferson a déclaré que Chong était imprudent en disant aux patients atteints d'un cancer de stade précoce de sauter la médecine traditionnelle. Mais Chong s'en fichait. Il est allé sur CNN et l'a dit clairement. Le cannabis est un remède. Il prenait aussi des radiations et des pilules de chimio. Mais pour lui, la marijuana était ce qui l'avait aidé à traverser le pire. Il a même créé un podcast avec son fils pour documenter toute la bataille afin que tout le monde puisse entendre ce qu'il traversait. À travers tout ça, sa famille est devenue tout pour lui. Sa fille, Rae Dawn, a continué à travailler comme actrice et a aidé à couvrir les factures médicales croissantes. Son neveu, un jeune étudiant en médecine, l'a présenté au médecin de Victoria, qui a changé sa vie. Ses 6 enfants prenaient de ses nouvelles constamment. Il a admis publiquement que le cancer l'avait dépouillé de l'idée qu'il était invincible. Il a même brièvement arrêté de fumer en 2016 parce que son corps ne pouvait pas supporter le stress. L'homme, autrefois drôle qui faisait rire le monde, avait besoin d'aide pour sortir du lit. Chaque séance de chimio et chaque cycle de radiation l'ont laissé épuisé, mais cela a aussi rapproché sa famille plus que jamais. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi aimé. En 2017, Tommy Chong est revenu plus fort. Il a dit que le cancer avait disparu.
Il n'a pas caché les cicatrices, il a parlé de la poche de colostomie sur scène et en a même plaisanté. Le public a ri, mais en dessous, ils ont ressenti le poids de sa douleur. La même année, il a repris le cinéma avec Cheech pour leur film d'animation. Chunk, 13. Puis, en 2022, à l'âge de 84 ans, il est apparu dans That 90s Show de Netflix. Dans des interviews avec UCLA Health, il a dit qu'il considérait la poche comme une bénédiction. Maintenant, il pouvait la changer rapidement et il n'avait plus à passer de longues minutes aux toilettes. Il a dit que 7 décennies de musculation et de danse l'avaient aidé à guérir rapidement. Il croyait que la comédie était la vérité, et s'il pouvait rire de ses jours les plus sombres, les autres le pouvaient aussi. Mais il y avait une tournure derrière la scène. En 2008, son fils Paris a fait un coup d'éclat qui a tout changé. Cheech Marin avait essayé de le contacter pour une réunion, mais leur rencontre ne s'est pas bien passée. Pourtant, cela a laissé une marque sur Chung. Il a envoyé un courriel à Cheech par la suite pour lui dire qu'il l'appréciait. Puis, Paris a secrètement renvoyé un courriel à Cheech en se faisant passer pour son père. Il a dit « Remettons-nous ensemble ». Ça a marché. Cette année-là, ils ont commencé le Light Up America Tour, leur premier en 25 ans. Il a touché plus de 20 villes comme Détroit, Boston et Dallas. Les billets se sont vendus entre 49 $ et 65 $, et les fans n'en revenaient pas de revoir Cheech and Chong. Même après des décennies de séparation, la chimie était toujours là. En 2025, un documentaire brutal est sorti. Le dernier film de Cheech and Chong ne retient rien. Qu'il a dit que Tommy avait un grand ego. Tommy a dit qu'il avait fait de Cheech la vedette exprès, même s'il avait réalisé 4 de leurs films. Ils se sont assis ensemble dans une voiture pendant le film, évoquant des arguments des années 1980. La véritable cause de leur séparation a été mise à nu. Cheech n'aimait pas que Tommy, étant de 8 ans son aîné, prenne toujours les commandes. Tommy a dit que Cheech était comme un frère dont il ne pouvait pas divorcer. Leur combat, leur amour, leur colère, tout s'est mélangé en quelque chose que seuls eux pouvaient comprendre. Leur portée ne s'est pas arrêtée aux anciens fans. En 2008, leur apparition dans South Park, dans Cherokee Hair Tampons, les a présentés à une nouvelle génération. Ils ont été appelés les parrains de la comédie sur l'herbe. Leur premier succès, Up in Smoke, a rapporté plus de 100 millions de dollars avec un budget de seulement 1,5 million de dollars. Des films comme Pineapple Express, Half-Baked et autres doivent leur existence à Cheech and Chong. Chunk, 14. Ils ont même animé WWE Raw en 2010 et sont apparus dans Les Simpsons en 2011. Tommy a dansé à la télévision nationale à l'âge de 76 ans. Ils étaient partout. Maintenant, en 2025, Tommy Chong a 87 ans. Il est toujours en tournée avec Cheech. Il dirige également un empire du cannabis d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Ils ont 9 dispensaires dans des États comme le Maine et le Massachusetts qui rapportent 34 millions de dollars par an grâce aux licences. Plus de 1000 magasins dans 19 États vendent leur marque. Il appelle la marijuana un don de Dieu. Après avoir purgé 9 mois de prison en 2003 pour avoir vendu des pipes en verre, il s'est donné pour mission de légaliser la plante. Il a dit que toute la marijuana est médicale. Il ne veut pas que quiconque souffre en silence. Sa comédie a survécu à tout. La prison, le cancer, la trahison commerciale. Son étoile sur le Walk of Fame de 2000 brille maintenant encore plus fort. 6 de leurs magasins de chanvre se trouvent au Texas. Ils sont en mesure de vendre là-bas légalement en vertu de la Farm Bill de 2018. Tommy a dit que la seule raison pour laquelle il est en vie, c'est parce qu'il a ri à travers tout ça. Sur CNN, Kinas a dit un jour « La légalisation de la marijuana signifie plus pour moi que simplement fumer sans se faire arrêter. » En 1945, les choses se sont effondrées lors de la réalisation des Corsican Brothers. La tension créative a atteint le point de rupture. Cheech a dit à Tommy qu'il partait. Tommy a dit qu'il avait pleuré dans une chambre d'hôtel à Hollywood, se sentant complètement abandonné. Cheech est passé à un travail solo. Tommy a été laissé avec des souvenirs. Il venait de sortir un album intitulé « Get Out of My Room ». C'était la fin, du moins pour un certain temps.
L'argent aurait dû être leur victoire, mais ce n'était pas le cas. Leur premier film a rapporté 14 millions de dollars. Ils n'ont reçu que 25 000 dollars chacun. Leur accord était de 90 à 10 en faveur du studio. Ils ont constamment fait des tournées, mais sont restés fauchés. Chunk, 15. En 2025, Tommy dit qu'il a perdu des millions à cause de managers malhonnêtes. Son conseil est simple. Engagez votre propre avocat ou vous serez célèbre et fauché. Tommy sait que le temps presse. Il dit que le cannabis a aidé, mais la chance ne sauvera pas tout le monde. Il dit à ses fans de se faire examiner tôt, parce que le cancer ne se soucie pas de qui vous êtes. Il plaisante sur le fait que l'herbe le garde jeune, mais il est honnête maintenant. 2 fois, il a failli mourir. Il ne veut pas que quiconque parie comme il l'a fait. Avec le recul, la prison l'a changé aussi. En 2003, le gouvernement américain a dépensé 12 millions de dollars pour l'opération Pipe Dreams. 505 personnes ont été accusées. Tommy a reçu la peine la plus sévère. Pourquoi? À cause de ses films. Ils ont dit qu'il faisait passer les flics pour des imbéciles. Ils ont même travaillé sous couverture dans l'entrepôt de son entreprise pour le piéger. Après 9 mois de prison, il est sorti en colère. Il a commencé à riposter plus fort. Il a qualifié la guerre contre la drogue de raciste, anti-noir, anti-chinois, anti-BR. Il a dit qu'il ne s'agissait jamais de justice, il s'agissait de pouvoir.